Je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir qu'il a rompu. Le café était bondé, un jazz doux jouait depuis les haut-parleurs suspendus, l'air était imprégné de l'arôme de l'espresso et de desserts coûteux. J'avais à peine fait 2 pas vers la table lorsque Jason leva les yeux de son cappuccino intact et dit « Nous devons parler ». Mon estomac se serra. Je me souviens du son de sa voix, plate, presque répétée. Je me suis assise quand même, mes paumes déjà moites. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en forçant un sourire. « Est-ce que c'est à propos du traiteur ?» Il n'a pas répondu à cela. Au lieu de cela, il a plongé la main dans la poche de son manteau et a posé une petite boîte en velours sur la table. Pas pour me la donner, mais pour reprendre quelque chose. « Je ne peux pas t'épouser, Émilie, » a-t-il dit. Comme ça. 7 mots qui m'ont transpercé plus violemment que n'importe quel scalpel que j'ai jamais tenu. « Quoi ?» ai-je murmuré. Il s'est renversé sur sa chaise comme si le poids de l'honnêteté l'avait enfin libéré. « Ce n'est pas toi. C'est juste que nous allons dans des directions différentes. J'ai fait des rencontres importantes. Megan Langley et moi sommes alignés d'une manière que je ne voyais pas avant. Megan Langley, la fille de Gregory Langley, le capital risqueur qui possédait pratiquement la moitié des startups technologiques de la côte ouest. Mon cœur a commencé à battre la chamade. « Tu me quittes pour elle. »« Ce n'est pas comme ça, » a-t-il dit, bien que ce soit clairement le cas. « C'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un de plus simple. » Il n'a même pas scié lorsque je l'ai regardée, stupéfaite et silencieuse, essayant de comprendre comment l'homme que j'étais censée épouser dans 16 jours pouvait m'effacer si proprement. Puis, comme s'il ne m'avait pas déjà assez déchiré, il a ajouté, aussi, la bague. C'est un héritage familial. Ma grand-mère serait dévastée si elle quittait la famille. Je l'ai enlevée. Mes mains tremblaient, mais je l'ai fait. Je l'ai posée doucement sur la table entre nous et j'ai dit, « Merci pour ton honnêteté. » Puis je me suis levée et je suis partie, droit devant les portes en verre, devant le couple partageant des desserts, devant les regards curieux essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'est que lorsque j'ai tourné au coin de la rue Elm que les larmes sont finalement venues. Je ne suis pas retournée dans l'appartement que nous partagions. Je ne voulais pas voir les cartons à moitié remplis ou la robe accrochée dans le placard. Je ne pouvais pas affronter le silence. Mais quand je suis arrivée, c'était déjà fait. Mes affaires étaient dans des valises étiquetées près de la porte. Vêtements, livres, articles de toilette, tout soigneusement trié, comme si j'étais renvoyée à l'expéditeur. Pas par Jason. Il n'aurait pas été si attentionné. C'était forcément sa mère. Je me suis assise par terre à côté de ses sacs pendant je ne sais combien de temps. Mon ancien bail de studio avait pris fin. Je l'avais donné à une étudiante en soins infirmiers quelques semaines plus tôt. Chaque centime que j'avais économisé était parti pour le mariage. Il me restait moins de $100 sur mon compte et une semaine entière avant le jour de paie. C'est alors que j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai appelé ma mère d'accueil. Margaret Temple a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était chaude et stable comme toujours. « Émilie, chérie, où étais-tu passée ? J'allais justement t'appeler à propos de ces chaussures que nous avions regardées la semaine dernière. » Je n'ai même pas pu parler. J'ai étouffé un sanglot à la place. C'est tout ce qu'il a fallu. 1 heure plus tard, j'étais blottie sur son vieux canapé à carreaux, tenant une tasse de thé à la menthe poivrée tandis qu'elle lissait mes cheveux comme elle le faisait quand j'avais 13 ans, brisés par un autre placement qui avait mal tourné. Margaret n'a pas posé de questions. Elle a simplement placé une épaisse couverture tricotée sur mes jambes et a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Tu m'entends ? J'ai de la place et tu n'as rien à prouver. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée là sur l'ancien lit pliant de son salon, fixant le plafond, repassant chaque détail de cette conversation avec Jason. Son calme, la façon dont il n'avait même pas hésité. M'avait-il vraiment aimé, ou n'étais-je qu'un plat soldé jusqu'à ce que quelqu'un avec un nom de famille comme l'anglais apparaisse ? À l'aube, la douleur s'était transformée en quelque chose de plus lourd, comme de la honte. J'étais censée marcher vers une nouvelle vie, un nouveau chapitre, une famille à moi. Au lieu de cela, je me retrouvais là où j'avais commencé. À 28 ans, le cœur brisé, sans abri, humilié. À midi, j'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis retournée à l'hôpital comme si de rien n'était. Les infirmières souriaient. Certaines demandaient des nouvelles des préparatifs du mariage. Je souriais en retour, hochais la tête, mentais, parce que dire la vérité aurait été comme me déchirer à nouveau. Mais en enfilant ma blouse et en vérifiant les affectations de mes patients,
Je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais pas rester ici éternellement. Pas dans cette ville. Pas avec ses souvenirs. Pas pendant que Jason Miller et Megan Langley trinquent au champagne pour leur futur aligné et brillant, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Pas quand je n'avais nulle part où aller et plus rien à perdre. 3 jours ont passé, 3 jours lents et douloureux où j'ai fait semblant à l'hôpital tout en essayant d'empêcher mes entrailles de se dénouer. Je souriais quand les gens demandaient des nouvelles du mariage. Je disais qu'il avait été reporté. Je disais que Jason avait un voyage d'affaires qui s'était présenté. Je disais que j'allais bien. J'en disais trop. Mais le 3e jour, alors que je faisais mon check-in pour la ligne dans la chambre 8, Rachel, notre infirmière chef directe et sans détour, a passé la tête et a dit « Tu cherches toujours un moyen miraculeux de t'échapper de cet endroit ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Elle m'a fait signe de sortir dans le couloir et a baissé la voix. « Tu te souviens de Lily de Neuro ? Elle a pris un emploi de soins privés il y a un mois, bien payé et en résidence, mais elle a démissionné la semaine dernière. Elle n'a pas pu gérer le type. » Quel type ? Rachel a levé un sourcil. Un riche magnate de la tech, paralysé. Il vit à Cypress Hill dans une de ces maisons que même qu'il ait construit. Apparemment, c'est un cauchemar. Ça a l'air génial. Ça paie le triple de ce que nous gagnons ici. Suite en résidence. Repas inclus. Pas de colocataire. Pas de quart de nuit. Juste un patient. J'ai hésité. Je ne suis pas une aidante. Tu es une infirmière avec 5 ans d'expérience, a-t-elle rétorqué. Tu es plus qualifiée que la moitié des personnes qu'ils ont tues. Et crois-moi, ce type en fait fuir la plupart en moins de 2 semaines. Tu es têtu. Cela pourrait en fait jouer en ta faveur. J'ai presque ri. Je n'étais pas sûre de quelle partie de moi était encore têtue. Tout en moi semblait brisé, mais quelque chose dans sa voix, le mot échappait. Cela a résonné fortement. As-tu un contact ? Ai-je demandé. 10 minutes plus tard, elle m'a tendu une petite carte avec un nom écrit en cursive élégante et nette. Margaret Temple, gestionnaire de domaine, et en dessous, un numéro. Il m'a fallu jusqu'à minuit pour appeler. Je me tenais dans la ruelle derrière la maison de Margaret, en manteau, respirant l'air froid du Montana, le téléphone tremblant dans ma main. Margaret Temple a décroché à la 2e sonnerie. Oui, ici Emily Carter. On m'a dit qu'il y avait un poste pour une infirmière en résidence. Une pause. Puis, êtes-vous disponible pour un entretien demain matin à 9 h? J'ai cligné des yeux. Oui, je peux être là. Apportez vos diplômes et références. L'adresse vous sera envoyée par SMS sous peu. Ne soyez pas en retard. La ligne est devenue muette. À 4h30, j'ai pris le premier vol au départ de Helena pour San Francisco. Puis une navette régionale qui a grimpé les collines de Cypress jusqu'à laisser le monde réel derrière nous. Tout semblait être un rêve que je n'avais pas mérité. Et puis j'ai vu la maison. Elle ressemblait à une forteresse moderne, en verre, en acier et aux arêtes vives, intégrée dans le flanc de la falaise, comme si quelqu'un avait sculpté un manoir dans la lumière du soleil et la pierre. Une longue porte noire s'est ouverte à l'approche de mon taxi, et pendant une seconde, j'ai voulu dire au chauffeur de faire demi-tour. Trop tard. Margaret Temple m'attendait à la porte d'entrée. Une femme dans la soixantaine, mince comme un fil, les cheveux tirés en un chignon serré, un tailleur bleu marine sans un pli. Elle m'a regardé de haut en bas avec la précision de quelqu'un qui avait travaillé soit dans l'armée, soit à l'hôpital. « Vous êtes en avance », a-t-elle dit. Je ne voulais pas être en retard. « Bien. Suivez-moi. » L'entretien a été rapide. Elle a jeté un coup d'œil à mon CV, posé 4 questions, n'a pas souri une seule fois, et a finalement dit « Le poste est à vous, mademoiselle Carter. Les conditions sont simples. Disponibilité 24 heures sur 24. 2 jours de congé par mois. Pas de visiteurs. Les connaissances médicales sont cruciales. La discrétion est non négociable. Votre patient est un homme compliqué. Vous vivrez au 2e étage, adjacent à sa suite. Les repas et le logement sont inclus. Salaire, 12 000 $ par mois plus un bonus de performance en fonction de l'évolution des conditions. J'ai essayé de ne pas réagir. Je me souviens encore d'avoir agrippé les accoudoirs de la chaise pour ne pas éclater de rire. C'était plus du triple de ce que je gagnais à l'hôpital. Je n'avais pas de plan. Je n'avais rien d'autre qu'un sac de voyage trop rempli et un cœur en lambeaux, mais j'ai dit oui. Je l'ai dit sans hésiter.
Margaret a fait glisser un dossier sur la table. Voici votre contrat. Révisez-le avant demain. Le lendemain matin, je me tenais devant sa porte, dossier en main, le cœur battant. Le couloir était calme, étouffé par le genre de moquette qui avale les pas. Tout dans cette maison était poli et froid. Des sols en pierre, des lignes épurées, un silence coûteux. Margaret se tenait à côté de moi, un presse-papier contre sa poitrine. « Êtes-vous sûr de vouloir cela ?» a-t-elle demandé sans me regarder. J'ai signé le contrat. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai avalé ma salive. Oui. Elle a frappé 2 fois, puis a ouvert la porte sans attendre de réponse. La pièce était grande, trop grande. Des plafonds voûtés, des murs de verre donnant sur une étendue d'arbres de séquoia, la lumière du soleil se répandant sur des sols en bois pâle. Cela ressemblait moins à une chambre et plus à une salle du trône construite pour un fantôme. Il était près de la fenêtre dans un fauteuil roulant noir élégant. Dos à nous. Monsieur Haye, a dit Margaret de manière abrupte. Votre nouvelle infirmière est arrivée. Emily Carter. Il ne s'est pas retourné tout de suite, il est resté assis là, les doigts tapant lentement sur la coudoir. Puis enfin, il a pivoté, et j'ai retenu mon souffle. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Un homme plus âgé, peut-être quelqu'un de fragile, mais Ryan Haye était jeune, peut-être la quarantaine, grand même assis, cheveux courts et foncés, mâchoire anguleuse, yeux comme du verre taillé. Et pourtant, il y avait quelque chose d'épuisé chez lui. Sa peau était pâle, son corps maigre, mais son expression, c'était cela qui m'a averti. Il m'a regardé comme si je le décevais déjà. Alors, a-t-il dit, voix basse et mordante. Ils m'ont envoyé une autre. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il m'a coupé. Quel est le pari cette fois, Margaret? 1 semaine, 10 jours. Margaret n'a pas répondu. Elle a seulement dit, je vous laisse faire connaissance. Et elle est partie, fermant la porte derrière elle. Le silence s'est étiré. Je ne suis pas ici pour parier, ai-je dit finalement. Juste pour faire mon travail. Il a roulé son fauteuil un peu plus près, m'examinant comme si j'étais une œuvre d'art qu'il n'aimait pas particulièrement. Et quel travail pensez-vous que ce soit? Médicaments, kinésithérapie, surveillance des signes vitaux, soutien à la réadaptation. Il a ricané. Vous avez oublié la partie où vous hochez la tête avec sympathie pendant que j'échoue à marcher à nouveau. C'est généralement la partie préférée de tout le monde. Je n'ai pas bronché. Je ne suis pas ici pour vous plaindre. Il a légèrement incliné la tête. Oh, c'est nouveau. La plupart d'entre eux craquent au 3e jour. Peut-être que je vous surprendrai. Peut-être, a-t-il dit, bien que le sourire en coin qui se dessinait au coin de sa bouche montrait clairement qu'il ne croyait pas un mot. Nous avons passé la journée dans un silence raide. J'ai administré les médicaments, passé en revue son plan de kinésithérapie, pris des notes. Ryan n'a cessé de faire des commentaires acerbes, me testant, me poussant, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'avais travaillé avec des vétérans qui avaient perdu des membres, des adolescents qui hurlaient à chaque injection, des mères qui pleuraient sous l'emprise de la morphine. Ryan Haye n'allait pas me faire peur. Ce soir-là, alors que je préparais sa chambre pour la nuit, il a dit soudainement, « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » J'ai levé les yeux du tiroir. « Non, vous n'avez pas demandé pour l'accident. J'ai supposé que vous me le diriez si vous le vouliez. » Une autre pause. Une autre surprise. C'était un voyage de ski, a-t-il dit finalement. Solo. J'ai perdu le contrôle sur une crête. Je me suis réveillé dans un hélicoptère. Je n'ai pas tenu debout sans aide depuis. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. Il m'a regardé longtemps. Pourquoi avez-vous pris ce travail? J'en avais besoin. Pas pour l'argent. Pourquoi ce travail? J'ai croisé son regard. Parce que j'ai été trompée. Parce que je sais ce que c'est que d'être jetée. Son expression a changé juste une seconde, comme une fissure dans un mur qui ne devrait pas être là. Puis il s'est retourné vers la fenêtre. Ne vous attachez pas, a-t-il dit. Je ne fais pas de gratitude et je ne fais pas d'amitié. Bien, ai-je répondu. Je ne fais pas d'illusions. Il n'a rien dit après cela, mais il ne m'a pas congédié non plus. C'est arrivé la 5e nuit. Je n'étais pas censé être réveillé, mais le vent dehors hurlait depuis minuit, secouant les fenêtres comme si un fantôme agité ne pouvait pas décider s'il devait entrer ou rester dehors.
Je me suis levée pour fermer les stores et j'ai remarqué que la lumière était toujours allumée dans la salle de sport de l'aile ouest, une zone où Ryan permettait rarement à quiconque d'entrer seul. Au début, je l'ai ignoré. Je me suis dit qu'il avait probablement regardé la télévision là-bas et s'était endormi. Mais quelque chose m'a tiré, quelque chose de calme et d'instinctif. J'ai enfilé mon pull, j'ai traversé le couloir silencieux et j'ai poussé la porte de la salle de sport juste assez pour jeter un coup d'œil. Et ce que j'ai vu a tout arrêté. Ryan y était debout, pas complètement, pas sans aide. Il s'accrochait à une paire de barres parallèles, ses bras tendus par l'effort, la sueur coulant sur ses tempes, ses jambes tremblaient sous lui, chaque muscle tendu. Mais il le faisait lentement, avec détermination, pas à pas. Mon souffle s'est coupé. Il ne m'a pas remarqué tout de suite. Il était trop concentré. Mais le léger grincement de la porte m'a trahi. Il s'est retourné, m'a vu, et son expression est passée instantanément de l'effort à la rage. « Qu'est-ce que diable faites-vous » a-t-il lancé. « J'ai entendu quelque chose. »« Sortez, Ryan. »« Non. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pu. Non pas parce que j'étais pétrifié, mais parce que quelque chose dans ma poitrine avait déjà changé. Il n'était pas sans espoir. Il n'avait pas fini. Il cachait ses progrès. « Pourquoi » ai-je demandé doucement. « Pourquoi gardez-vous cela secret ?» Ses mains se sont serrées plus fort autour des barres, les jointures blanches. Parce que dès que les gens voient des progrès, ils s'attendent à des miracles. Ce n'est pas comme ça que la guérison fonctionne. Il a ri amèrement. Non, mais c'est comme ça que fonctionne la déception. J'ai déjà vu des gens partir une fois qu'ils ont réalisé que je n'allais pas me lever magiquement de ce fauteuil et redevenir qui j'étais. Je ne vais pas revivre ça. Alors, au lieu de cela, vous faites semblant qu'il ne reste plus rien. Que vous avez abandonné. Sa mâchoire s'est crispée. Vous ne comprenez pas. Je me suis approchée avec précaution, comme si j'approchais un animal blessé. Peut-être que si. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, furieux, incertains. Je ne dirai rien à personne, ai-je dit. Mais si vous me laissez vous aider, vraiment vous aider, nous pouvons travailler vers quelque chose de mieux. Vous n'avez pas à faire cela seul. Pourquoi ? A-t-il demandé. Pourquoi vous en souciez-vous ? Parce que je sais ce que c'est que de se faire arracher son avenir et d'être censé sourire malgré les morceaux. Il m'a regardé, respirant fort, la sueur brillant sur sa peau. J'ai pensé qu'il allait crier à nouveau, m'ordonner de sortir, me menacer de me renvoyer. Au lieu de cela, il s'est lentement rassis dans le fauteuil, silencieux, épuisé. Enfin, il a murmuré, « D'accord. » Mon cœur a fait un bond. « Nous gardons cela entre nous, » a-t-il ajouté. « Personne ne doit savoir. » Je comprends. Et vous me suivez. Je dis stop. On arrête. Je dis allez. Vous aider. C'est tout. D'accord. Il m'a étudié, les yeux toujours perçants, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de non dit. Vous n'êtes pas comme les autres. J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de l'être. Nous avons commencé les séances le lendemain matin, tôt, tranquillement, avant que Margaret ne bouge, avant que la lumière du soleil ne réchauffe complètement les carreaux de la cuisine. Chaque pas qu'il faisait était une agonie, contrôlée, mesurée, comme se battre contre la gravité avec rien d'autre que du dépit et la mémoire musculaire. Mais il l'a fait et j'étais là. Pas pour encourager, pas pour pleurer, juste pour soutenir. Une main stabilisant le monde. Il ne voulait pas tomber. Cela a commencé avec une voix. J'organisais l'armoire à médicaments dans ma chambre lorsque je l'ai entendue. Profonde, confiante, trop lisse. Masculine, pas Ryan, pas un membre du personnel de la maison. Curieuse. Je me suis approchée silencieusement du couloir principal et j'ai suivi le son jusqu'au salon ouest. Là, allongé sur le canapé en cuir, se trouvait un homme dans la quarantaine, une montre coûteuse scintillant au soleil du matin, tenant un verre de quelque chose qui n'était pas du jus. « Ryan, tu as l'air mal en point. » L'homme a ri. Ryan, en face de lui, a offert un sourire crispé. « Ravi de te voir aussi, Eric. » C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'Eric Thorne, le partenaire commercial de longue date de Ryan. L'homme qui, selon Margaret, avait pris les rênes de High Nexus Technologies après l'accident de Ryan. Quelque chose chez lui me donnait la chair de poule. Peut-être la façon dont il regardait Ryan, comme s'il mesurait encore sa valeur.
Ou peut-être la façon dont ses yeux se sont posés sur moi quand je suis entré avec le plateau de thé. Lent, évaluateur, intrusif. C'est la nouvelle, a-t-il demandé. Emily Carter, ai-je dit calmement, en posant le plateau. Est-elle meilleure que les 3 précédentes? A taquiné Eric, en sirotant sa boisson. Elle n'est pas là pour vous divertir, a répondu Ryan froidement. C'est mon infirmière. La conversation a tourné autour des affaires. Fusion, tension entre investisseurs, contrats gouvernementaux. J'ai essayé de rester invisible, mais un mot m'a figé sur place. L'anglais. Eric s'est penché en avant, baissant la voix. Laura dit que son père est prêt à faire passer les fonds. Nous avons juste besoin que le paquet de contrôle soit transféré à la coquille. L'anglais capital va l'absorber. Il a des contacts dans le conseil d'administration de la technologie. Facile à entrer. Ryan n'a pas répondu. Il a fixé la fenêtre, les jointures serrées contre l'accoudoir. J'ai déjà préparé les documents, a continué Eric. Nous avons juste besoin de votre signature plus tard. Ryan a dit, je vais les examiner. Vous dites cela depuis des semaines. Si nous attendons trop longtemps, l'opportunité se referme. Ryan n'a pas répondu. Mon pouls a tonné dans mes oreilles. Je suis sorti de la pièce avant que l'un ou l'autre ne remarque que j'étais encore debout là. L'anglais. Laura Langlais. Ce nom me hantait encore. Et puis cela m'a frappé. L'anglais capital. Laura. La pression d'Eric pour la signature de Ryan. L'entreprise. Ils essayaient de la prendre. De s'emparer du contrôle pendant que Ryan était encore en convalescence. Et si Laura était impliquée, Megan Langlais ne pouvait pas être loin. Ma poitrine s'est serrée alors que je retournais dans ma chambre et fermais la porte. Cela avait-il un rapport avec ce qui m'était arrivé? Étais-je juste un spectateur pris dans les feux croisés de quelque chose de plus grand? Ou m'avait-il choisi pour cela parce que j'étais la fille que personne ne soupçonnerait? Cette nuit-là, je n'ai pas pu me taire. Alors que je l'aidais avec ses exercices d'étirement, j'ai rompu le silence. Il y a quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui à propos de votre entreprise. Il ne m'a pas regardé. Continuez. Je lui ai tout raconté mot pour mot. Nom, phrase, ton. J'ai même mentionné Megan Langlais. À cela, il a marqué une pause. Vous la connaissez. Mon ex-fiancé m'a quitté pour elle. Jason Miller. J'ai hoché la tête. Vous le connaissez? Non, mais j'ai entendu parler de lui par Eric. Il s'est éloigné du mur et m'a regardé. Vous suggérez que mon associé et votre ex sont en train de faire quelque chose ensemble. Je suggère que c'est une coïncidence trop grande. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis enfin, je vais examiner les documents. C'est tout. J'ai essayé de ne pas me sentir écrasé. J'avais espéré plus, peut-être de la croyance, peut-être de l'action. Mais au lieu de cela, Ryan est retourné au silence comme si tout ce que j'avais dit était allé directement dans le vide. Cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre comme une chose en cage. Avais-je tort? Imaginais-je des ombres? Ou pire, avais-je raison et personne ne me croirait? Le lendemain matin, il a frappé à ma porte. Il ne frappait jamais. Quand je l'ai ouverte, Ryan était assis dans son fauteuil roulant, un dossier sur les genoux. Vous aviez raison, a-t-il dit. L'anglais capital n'investit pas seulement. Les documents transfèrent les droits de décision et la propriété à une société de portefeuille qu'Eric a formée il y a 2 mois, cachée sous plusieurs couches. Mon souffle s'est coupé. Je veux que vous m'aidiez à les arrêter. Il m'a tendu le dossier. Êtes-vous sûr? Ai-je demandé. Après tout. Ryan a hoché la tête. S'ils pensent que je suis trop faible pour me battre, alors ils ont oublié qui j'étais avant de me briser. Le plan a pris des jours à se finaliser. Chaque nuit, après que le personnel se soit tu et que les fenêtres se soient assombries, Ryan et moi étions assis l'un en face de l'autre à la longue table en chêne dans le bureau, examinant des documents et des notes stratégiques. Ses mains tremblaient parfois de fatigue, mais sa voix restait ferme. Il construisait une salle de guerre pièce par pièce et j'étais son unique allié à l'intérieur des murs. Il avait déjà contacté son avocat. Il rassemblait des enregistrements, des emails, des contrats, des traces bancaires. Ryan ne m'avait rien caché, pas même ses doutes. J'ai fait plus confiance à Eric qu'à quiconque, a-t-il dit un soir. Il était là le jour où j'ai présenté ma première application.
Je l'ai laissé parler en mon nom quand je ne pouvais pas marcher. Et tout ce temps. Vous aviez raison de faire confiance à votre instinct, lui ai-je dit. J'ai été lent à le faire, a-t-il répondu. Mais je ne serai plus en retard. Une semaine plus tard, une réunion spéciale du conseil d'administration a été convoquée. Personne ne soupçonnait rien. Ryan a laissé Eric penser que la signature arrivait. Il l'a même remercié dans un email pour avoir si bien géré les choses. Cet après-midi même, il s'est habillé. C'était la première fois que je le voyais en costume sur mesure complet, bleu nuit, impeccable, séduisant d'une manière qui ralentissait mon cœur. Son corps était encore faible, mais quelque chose dans sa façon de bouger, fier, droit, faisait changer l'air dans la pièce. Il a pratiqué la marche jusqu'à la table de conférence avec une canne. Juste 10 pas, puis 15, puis 20. Je veux qu'ils le voient, a-t-il dit, de leurs propres yeux. Le jour de la réunion, nous sommes arrivés 15 minutes en avance. Le bâtiment était tout en verre et en chrome et trop silencieux. Les têtes se sont tournées à notre entrée. Ryan marchait à côté de moi, la mâchoire serrée, les pas mesurés mais fermes. Le choc a traversé les couloirs comme un courant électrique dans la salle du conseil. Eric était assis à la tête de la table. Laura était là aussi, dans un tailleur gris pigeon, les jambes croisées, les lèvres peintes comme pour la guerre. Et à côté d'elle, Jason. Il semblait plus petit que dans mon souvenir, toujours beau, toujours suffisant, mais moins poli maintenant, comme quelque chose d'emprunté qui n'avait pas été rendu tout à fait correctement. Lorsque Ryan est entré dans la pièce, canne à la main, le silence s'est brisé. « Tu marches », a dit Eric. « Pas parfaitement », a répondu Ryan, « mais assez. » Il ne s'est pas assis à l'extrémité éloignée. Il a marché directement à la tête de la table, s'est arrêté et a regardé Eric droit dans les yeux. « Cette réunion est maintenant sous mon autorité », a-t-il dit calmement. « Et je vais commencer par ceci. » Il a posé un dossier sur la table et l'a ouvert. La salle a regardé tandis qu'il exposait chaque trace de falsification, chaque clause dérobée, chaque preuve de la tentative d'Eric de transférer le contrôle de iNexus Technologies à une société écran privé détenue par l'Anglais Capital. Laura n'a pas scié. « Tu ne peux pas prouver l'intention », a murmuré Eric. « Je n'ai pas à le faire », a répondu Ryan. « Je dois seulement prouver la violation du devoir fiduciaire, ce que je viens de faire. » Le conseil s'est agité. Le conseiller général s'est levé. « Monsieur Hay, souhaitez-vous demander un vote immédiat de défiance ?» « Je le souhaite », a dit Ryan, efficace immédiatement. Le chaos a éclaté. Laura s'est levée en premier, ses talons cliquant comme des coups de feu. « Tu ne sais pas avec qui tu joues, Ryan. »« Oh, si », a-t-il dit doucement. Une femme qui se cache derrière le nom de son père et un homme qui vend tout pour un raccourci. Elle a ricané. « Et ton infirmière ? Quoi ? Elle est ta cofondatrice maintenant. » Ryan s'est tourné pour me regarder. « C'est grâce à elle que je suis debout ici. » Jason a détourné le regard. Le conseil a voté. Ce fut unanime. Eric a été démis de ses fonctions. Les contrats ont été annulés. Le contrôle est revenu. Lorsque ce fut terminé et que la pièce s'est vidée, Ryan et moi sommes restés seuls. Il s'est appuyé sur sa canne, respirant fort, mais ses yeux brillaient. « Tu l'as fait », ai-je murmuré. « Non », a-t-il dit. « Nous l'avons fait. » Et puis, juste pour une seconde, il a souri largement et vraiment. Et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis de croire jusqu'à ce moment-là. Il n'était pas le seul à avoir fait ses premiers pas ce jour-là. Les semaines ont passé. Le manoir ne ressemblait plus à un mausolée. Les fenêtres étaient ouvertes plus souvent. La lumière inondait les couloirs, et même le jardin, autrefois sec et envahi, respirait à nouveau. Ryan avait encore des jours difficiles, boitait encore, devait encore se soutenir contre la douleur. Mais l'amertume qui traînait autrefois derrière chaque pas avait commencé à se dissiper. La mienne aussi. Le mariage que je n'ai jamais eu, j'ai cessé de le pleurer. Le nom que j'ai failli prendre, je l'ai laissé partir. Lentement, j'ai commencé à me voir comme plus que quelqu'un qui avait été jeté. J'ai recommencé à lire, à faire de courtes courses sur le sentier privé derrière la maison. À rire. Rire sans culpabilité. Ryan faisait un point d'honneur de cuisiner un soir par semaine, même s'il brûlait le riz et maudissait le poêle comme s'il lui devait quelque chose. Je le laissais faire. Je m'asseyais sur l'île de la cuisine, les jambes repliées, souriante face à sa frustration. C'était notre rituel. Petit et non dit, mais le nôtre.
Un soir, il m'a tendu un plat que je ne pouvais pas identifier et a dit « Si cela te tue, je veux que ce soit noté. » J'ai essayé. « Tu auras l'entreprise dans le testament », ai-je dit avec sérieux. Il a marqué une pause. « En fait, non. » J'ai levé les yeux. « Je l'ai transféré à un trust, a-t-il dit. Un qui t'inclut. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? » Je ne te donne pas l'entreprise, a-t-il dit doucement. Mais je veux que tu saches que j'ai construit quelque chose de mieux avec toi que je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit d'autre. Et je veux que tu fasses partie de ce qui vient ensuite. Je l'ai regardé. Ryan, il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte noire. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, a-t-il dit rapidement. Tu n'as pas à répondre aujourd'hui, ni même cette année. Je sais que j'apprends encore à être une personne à nouveau, et je sais que tu ne t'es pas inscrite pour cela. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, en or simple, avec un petit saphir au milieu. Mais j'aimerais demander quand même, a-t-il dit, voix basse. Voudrais-tu envisager de marcher sur ce chemin avec moi? Pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce qu'avec toi, je me souviens qui je suis. Je n'ai pas pleuré. J'ai pensé que je le ferais peut-être, mais au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose, quelque chose de stable, un sentiment d'arrivée, comme si j'avais traversé la partie la plus sombre de la forêt et trouvé non pas un château, mais une clairière, un endroit tranquille pour respirer à nouveau. J'ai pris la bague, l'ai glissée à mon doigt. Je ne dis pas oui, ai-je murmuré, souriante. Mais je ne dis pas non. Il a ri. Cela te ressemble tout à fait. Nous n'avons pas précipité les choses. Il n'y a eu aucune annonce grandiose, aucun titre dans les journaux, juste plus de matin, plus de progrès. Il a marché un demi-mille tout seul. Le mois suivant, j'ai obtenu ma certification pour ouvrir mon propre cabinet privé. Nous avons embauché plus de personnel. Je suis restée dans la maison, mais elle ne ressemblait plus à la sienne. Elle ressemblait à la nôtre. Quant à Jason, il a envoyé un message une fois, en 2 lignes, demandant si j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Je n'avais pas besoin de le faire, car la vérité était que j'avais déjà obtenu tout ce que j'étais censé obtenir de cette rupture. Une leçon, un détour, et une porte vers la vie que je n'avais même pas osé imaginer. Et Ryan, il a complètement arrêté d'utiliser le fauteuil à l'automne. Pour son anniversaire, nous avons fait un court voyage sur la côte. Juste nous deux. Il a marché à côté de moi sur la plage au coucher du soleil, le sable collant à nos pieds, le vent assez froid pour piquer. À un moment donné, il a regardé l'océan et a dit « Tu penses que nous redeviendrons un jour comme nous étions avant ?» J'ai secoué la tête. « Je l'espère pas. » Il s'est tourné vers moi et j'ai ajouté « Parce que ce que nous sommes devenus est mieux. » Il n'a pas répondu. Il a simplement tendu la main vers la mienne et ne l'a plus lâchée.